Ça fait donc 5 ans que je traduis Lovecraft, et ça fait un peu plus de 2 ans que je sais que maintenant ça va prendre la forme en parallèle d'un essai, s'y ajoute le chantier sur les carnets, les manuscrits, s'y ajoute l'énorme renouveau intellectuel initié dans les études et ce qu'on finit par savoir de ce gars et en quoi, du point de vue de l'écriture, c'est une figure aussi complexe certainement que Proust ou Kafka. Euh, L'idée donc, c'est de continuer en vidéo l'approche de cet univers Lovecraft. J'ai pas la chance tout le temps, comme cet été, d'être sur les lieux même si je compte bien y retourner. Donc ça va prendre la forme d'histoires racontées. On changera les lieux, ce ne sera pas toujours là dans mon bureau devant mes livres, Lovecraft, juste derrière, mais ça va quand même être ça aussi. Des histoires racontées qui concernent l'œuvre, des récits, s'enfoncer dedans et les restituer en parler, accompagner. Des histoires qui concerneront l'homme et la biographie. Et puis, quelque chose aussi pour moi qui est un immense défi, entrer dans l'univers des lettres. On ne sait pas du tout combien il en a écrit. On estime que ça peut être 30 000. Il y a des estimations bien supérieures. On a accès aujourd'hui à environ 2000 qui sont publiés. À la John Hay Library où j'étais cet été, il y en a 4 ou 5 000. Donc c'est un univers encore qui est plein enjeux de recherche. Qu'est-ce qu'on en fait de ce continent? Pour la correspondance avec Howard, par exemple, celui, vous savez, de Conan le Barbare, on a décidé de s'y mettre à quelques copains et puis de le traduire collectivement. J'en donnerai très bientôt des nouvelles. On a comploté là-dessus avec Philippe Met très récemment. Mais ce continent est trop large, trop large, trop large, trop large. Quelquefois des lettres de 40 pages, puis j'allais dire un vrai calvaire à traduire. Non, il y a des récompenses, mais il faut trouver d'autres moyens. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre des endroits comme ça, de la correspondance, plonger dedans et puis le faire en explication directe. Traduction directe, je sais pas, non, ce serait trop ambitieux. Se balader dedans, explorer les points qui... La correspondance, un monceau, un continent, un fleuve. Ce gars écrit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça c'est merveilleux comme témoignage, presque archéologique. Ce livre-là, ce gros livre épais, publié à Tampa Press en Floride, vous voyez le titre, Oh Fortunate Floridian. Oh bienheureux, toi qui habites en Floride, qui est le bienheureux? Robert Barlow, dit Bob, un gars qui a 13 ans quand il écrit à Lovecraft pour la première fois. Et puis la relation entre ce gamin à peine adolescent et puis celui qui est déjà un écrivain confirmé, mais seul un tout petit cénacle comme ça commence à savoir que dans cette prose extrêmement grammaticale, savante, funambule, risquée, il y a quelque chose qui dans ces profondeurs comme ça de l'invention fantastique n'a rien à voir avec les magazines et ce qui l'entoure dans Weird Tales. C'est un petit peu le mystère, comment cette relation entre les deux va très très vite avec leurs 20 ans d'âge. Et vous savez, au bout, Lovecraft meurt à 46 ans. Il lègue à Barlow l'ensemble de ses manuscrits. C'est Barlow qui a à peine 19 ans quand à la mort de Lovecraft ne saura pas quoi faire de cette masse. Il la lègue justement à la bibliothèque de la Brown University, la John Hay Library. Et cette John Hay Library l'accepte puisque ce Lovecraft, d'abord c'est même eux-mêmes quasiment qui sont les propriétaires de la dernière chambre où il a vécu quelques dizaines de mètres de là où elle est toujours d'ailleurs, de l'emplacement actuel à College Street. Et puis c'est dans les années 60. Mais en même temps,
il laisse ça quasiment dans un coin de placard, quoi. C'est seulement dans les années 70, et en particulier avec Asti Oshi, qu'on va commencer à s'intéresser à ce fond, à l'explorer sérieusement. Dans cette relation qui s'ébauche, Barlow évidemment va venir voir Lovecraft, va séjourner plusieurs fois à Providence, et puis plus étrange, non, pas forcément plus étrange. Lovecraft est un voyageur qui sans arrêt chaque printemps prend des bus, monte jusqu'au Québec, va explorer comme ça, satisfaire sa curiosité fascinée pour les restes de l'Amérique coloniale. Il connaît parfaitement Philadelphie, Washington, Baltimore, et donc, mais il n'est jamais descendu loin comme la Floride. À 2 reprises, il a séjourné largement 2 mois avec Barlow et sa famille. Je ne vais pas parler du destin de Barlow. Il mourra début des années 50. À l'époque, il est enseignant, jeune enseignant à Mexico, et homosexuel. À l'époque, ça pèse. Une étudiante, je ne sais pas pour quelle... on n'a pas évidemment de détails plus là-dessus, mais exerce sur lui une situation de chantage, et Barlow se suicide. Bon, on a ça à écoper, écluse, et c'est, je pense, une dimension comme ça qui est toujours gardée en harmonique souterraine dans cette relation entre les 2 hommes. Pourquoi je commence par là? Je ne sais pas, à cause non pas de Barlow, mais d'un tout petit objet. Qui est la première fois que j'ai lu cette lettre, ce truc-là m'est toujours resté en tête. C'est une petite bille de porcelaine bleue, que Lovecraft a perdue. On va multiplier. C'est ça peut-être le défi justement pour écrire sur Lovecraft. Contrairement à ce grand continent linéaire qu'est cette biographie monumentale de Esti Oshi, qui s'appelle High on Providence, avec 2 tomes. C'est une lecture profonde qui remue autant que l'œuvre. Comment aller plus loin vers le bonhomme en accrochant comme ça ces micro-petits détails qui vont nous harponner comme ça dans la situation même de Lovecraft qui écrit. Si on veut questionner l'invention, on est forcé de quitter le grand flux, mais attraper comme ça ces micro-petits détails. Comment alors ces petits détails, on les tient ensemble? Bon ben voilà, aujourd'hui, pour commencer, sans savoir où je vais, je me suis dit, et si on racontait l'histoire de la petite bille de porcelaine bleue? Donc on y va, on se plonge. C'est un gros bouquin, et attention, vous savez que autrefois donc August Derleth avait publié la correspondance sous forme de 5 tomes de Selected Letters. Évidemment, ça n'arrêtait pas de grossir. Esti Oshi et David Schultz ont repris le chantier, mais il n'y a pas tant d'années que ça, et publient maintenant selon le destinataire. Donc la correspondance de Barlow, c'est seulement depuis 2013 qu'on en dispose. Là, on est vraiment dans du terrain tout neuf pour ce qui s'agit de la découverte de Lovecraft. Allez, il faut l'ouvrir. Pour ma petite bille de porcelaine bleue, je l'ouvre au 29 mai 1935. Donc on est exactement 1 an et demi avant la mort de Lovecraft. Si vous êtes patient jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir des choses bizarres s'amorcer. Premier truc, c'est d'où elle est envoyée. Je m'en étais jamais rendu compte, même avant de préparer tout à l'heure. Queensnicket Woods,
6 miles au nord de Providence. Quand on quitte Providence, si on va un peu vers l'ouest, c'est Boston, c'est la grande route. Si on monte tout droit vers New Bedford, on est tout de suite dans la forêt. Et même aujourd'hui, des maisons dispersées, des jolis hameaux, on est quand même en zone résidentielle, mais cette wilderness, cette sauvagerie comme ça de la nature américaine, croyez que ça vous prend... Enfin, en tout cas, quand de Providence, on part vers le nord, on est quelque chose de beaucoup plus américain que ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, avec ces choses douces et vallonnées. On est dans du plus âpre, même si on est loin, loin, loin de la grande sauvagerie du Vermont au-dessus, et ça aussi, on y viendra dans ces petites vidéos. Alors, ce qui est bizarre, c'est que qu'est-ce qu'il fait ces 10 jours en pleine forêt? Qui l'héberge? Qui lui a fourni une maison? Est-ce qu'il paye comme ça dans une auberge? Qu'est-ce que Lovecraft commence cette période-là à avoir quand même des chèques réguliers, pas gros évidemment, mais qui lui viennent de Weird Tales ou d'autres publications. En tout cas, on est à la fin du mois de mai, il tombe des cordes, il pleut sans arrêt, et c'est la période que lui a pris pour être comme ça, 10 jours seul dans une piole, donnant en pleine forêt, un très beau passage, on dit comme ça, où il voit ces forêts comme un océan jusqu'à perte de vue, on voit même pas de route, même pas de maison et tout ça, et puis juste le dessin d'un lac, et puis avec son espèce d'humour qui garde uniquement pour les lettres, mais tu me verrais trempé comme une soupe et dégoulinant et tout ça, mais on est chez Lovecraft, rien n'est jamais simple. Hey to the Lord Go. Il y a toujours ce qui est délirant dans les lettres, autant ce qui est casse-gueule dans la prose, c'est cet usage savant où on remonte comme ça aux usages du 18e. On est presque avec une logique de mots croisés, tellement chaque détail a sa propre nuance et n'a qu'un emploi par rapport à la logique narrative globale de l'histoire. Dans les lettres, ça déconne tout le temps. On est dans de la performance, de la libre écriture, des assonances, et un tas de private jokes, tout ça. Voilà. Comptant les sesterces, c'est le rapport de Lovecraft à la culture de l'Antiquité. Donc on ne dit pas je regarde combien j'ai de dollars, je dis comptant les sesterces, et puis il développe comme ça il lui faut 4 jours pour aller en Floride. Et Lovecraft, l'argent, c'est un problème. Donc, comment on fait pour aller en 4 jours en Floride, en autobus, en dépensant le moins possible? Et tout le début de la lettre, c'est là-dessus. Avec les horaires, c'est compliqué les horaires. Il n'y a pas du Internet à proximité comme ça. Par exemple, il dit à Barlow, oui, mais je sais où me procurer les horaires de je sais plus où, de Jacksonville, etc. En tout cas, c'est ça qui calcule, et notamment avec ce qu'il y a qui nous émeut, mais en même temps et qui change aussi le regard sur la fiction. C'est pour ça, c'est pas le bonhomme en tant que tel, c'est comprendre ce qui se passe dans la fiction Lovecraftienne, quand ce type-là nous dit je peux voyager à ce prix, mais justement en prenant tel bus, tel bus, tel bus, tel bus, et comme ça j'ai pas d'hôtel, mais j'arriverai à Richmond pour aller visiter tel truc d'Edgar Poe le matin à 4h, j'aurai juste à attendre 7 heures qu'il fasse jour, et puis ensuite je serai dans le parc public, et puis je reprends l'autre bus à 10h du soir, et puis comme ça, ben quoi, j'ai pas de nuit d'hôtel à payer. Et en plus, il aura eu vous savez, ce magnifique texte sur lequel on pourra revenir aussi, qui s'appelle Pèlerinage et maison d'Edgar Poe. Voilà, lettre du 29, la forêt, le truc, l'annonce du voyage, combien ça va me coûter, et tout ça. Rain has stopped, I'm drying. La pluie s'est arrêtée, je sèche, mais ressemblant à un égouttoir. But in pretty crease and wrinkled shape. Allez, il ne faut pas que je parle très très mal l'anglais. Alors, le voyage, 4 juin, 5 juin, 6 juin, 6 juin, 7 juin, et ensuite 18 août. 1, 2, 3, 4, 5. Il met 4 jours, il envoie 5 cartes postales à Barlow.
C'est-à-dire que, là encore, vous voyez, nous aussi, évidemment, la communication, nous, c'est différent maintenant. Et quelle pitié aussi de l'édition, enfin, mais on a, même à la John Hay, j'ai voulu voir, non, on a photocopié que la face texte des cartes postales, on sait très rarement ce qu'il y a derrière. Là, Yoshi quand même le marque un petit peu, c'est Mountain View, c'est Washington, tel monument et tous ces trucs-là, mais on n'a jamais considéré cette question-là. Bon, il s'en trouve encore des cartes postales régulièrement, il en émerge, peut-être que maintenant on le sait mieux, mais ce rapport à l'image, pourquoi on envoie ça, pourquoi on envoie ce rocher, pourquoi on envoie cette maison, pourquoi on envoie ce détail, ça, ce travail sur l'iconographie Lovecraftienne, personne non plus ne l'a fait. Donc, 5 cartes postales, alors que tout simplement il arrive. Il pourrait lui dire non, il y a cette espèce de temps réel comme ça. Je ne sais même pas s'il n'était pas arrivé avant ses propres cartes. Qu'est-ce qu'on apprendra du voyage lui-même? Non, c'est des espèces de performances. Ah si, I'm not seated in Meditation Rock. À Washington, il va à tel endroit où justement il savait que Washington s'installait pour lire, écrire, méditer. Voilà. Ça, c'est les pèlerinages Lovecraftiens. C'est-à-dire qu'à quel moment la présence réelle des lieux a de l'incidence à distance sur votre propre pensée. Bah, c'est pas gratuit parce que nous, du coup, c'est un petit peu ce qui nous conduit et autorise à aller sur les lieux de Lovecraft et à savoir qu'il se passe peut-être quelque chose. Quand à Providence, vous êtes sur le trottoir devant sa maison funéraire, la seule maison qui n'est pas changée, c'est celle où on l'a laissé tout seul de nuit avant de le porter en terre. Il est chez Barlow, ben, tout d'un coup, plus de lettres, il faudrait voir probablement ce qu'il écrit à Derleth ou à d'autres dans cette période. L'important pour moi, c'est quand il s'en va, ça y est, on a passé les 2 mois, on arrive au 18 août 1935. Sur ce qu'il fait quand il est chez les Barlow, oui, bien sûr, c'est quand même documenté. On a des lettres de Barlow lui-même. Tout simplement, il y a le père et la mère. On est en famille. Il y a une espèce de bungalow dans le fond du jardin où il est hébergé de façon un petit peu indépendante. La famille Barlow n'est pas dans une condition de précarité comme celle de Lovecraft. Enfin, en tout cas, il est très bien accueilli. La relation avec le jeune, ben oui, mais c'est le jeune Barlow, il veut apprendre à écrire, il fait son chemin vers l'écriture. Il y a des choses plus bizarres, par exemple, il pratique beaucoup la photo dans ces temps-là, soit les amis de Barlow, on a par exemple cette photo de Lovecraft qui sert un petit peu d'icône comme ça avec le visage un petit peu 3/4 et puis cette tenue comme ça très hiératique, c'est des photos faites par un ami de Barlow qui lui est photographe professionnel et puis bien sûr beaucoup d'excursions, cette nature avec tout ce côté évidemment complètement sauvage de la Floride. Hein. Attention, on n'est pas à Miami, on est vraiment dans un endroit, pas de jungle, mais quand même où cette présence tropicale est extrêmement forte. Il y a des histoires où on le sait quand quoi. Ah ben voilà, par exemple, ils font une balade en bateau et Lovecraft tombe à l'eau. Bon, ben, c'est des il y a une lettre toute déconnante, pourquoi? Parce qu'il a pris des vieux vêtements du père de Barlow pour se sécher tout ça. Allez, c'est pas pour ça qu'on raconte ça. Nous, on doit cheminer vers la petite bille de porcelaine bleue. Allez, on est reparti. On est le 18 août. Lovecraft est rendu à Saint Augustine, toujours en Floride. Je prononce mal, excusez-moi. Je prononce mieux quand je ne suis pas devant la vidéo, mais bon, ça faudra s'y habituer. Et première carte postale qu'il achète sur place, une carte postale de Saint Augustine, Florida, donc le lendemain du départ. Et ça commence comme ça. Sad history, how Garros repeats itself. Triste histoire, oh Garrett, se répète-t-il, se lamente-t-il.
Voilà que j'ai perdu au dernier moment. Cette fois, ce que j'ai perdu, this little porcelain ball on the hand of a watch fob. Cette petite bille de porcelaine bleue au bout de ma chaîne de montre. Cette chose, avec un petit motif bleu gravé et les initiales WVP, le nom de son grand-père Phillips. Elle a plus de 60 ans. Et c'était celle de mon grand-père, cette petite bille de porcelaine bleue que son grand-père portait déjà à sa chaîne de montre. Le grand-père est mort 30 ans plus tôt. I think I lost it. Je crois que je l'ai perdu à Saint-Augustine. Mais au cas où je ne l'aurais... voilà, maintenant il faut que je réimprovise. In case I was young, half I was a je voudrais que tu regardes dans la maison et même sur le chemin qui va de la maison à la voiture et en particulier vers la vieille porte noire parce que c'est là que j'avais dû porter cette burden, je ne sais pas de quelle charge il parle, mais visiblement est-ce qu'à ce moment-là quand je portais ce truc-là, ça s'est pas accroché dans ma chaîne et qu'elle serait là devant la porte noire près du garage, mais voilà, il en met tout ce truc. Peut-être que je l'ai perdu sur le chemin en passant à Daytona, mais bon, il souligne any chance I did get lost, etc. J'ai cherché partout et partout où je suis allé à Saint-Augustine dès que je m'en suis aperçu à 7h30 hier soir et aucun problème à ce que tu reconnaisses la chose. Tu l'as vu tellement de fois accroché à cette chaîne. Et puis en même temps, paragraphe, alors il s'est causé having a great time, spite of the loss. Ça va, je m'occupe quand même triste d'avoir perdu ça. Il y a un délicieux petit chat gris, non pas qu'il les mange, mais il y en a toujours la trace des chats qu'il rencontre, c'est le Facebook de Lovecraft, ces petits chats. Je l'ai appelé Pablo de Menendez y Aviles, d'après le nom du fondateur de Saint-Augustine. Ça a dû lui faire une belle patte de velours au chat. J'espère que tout est bien à Daytona, où habitent les Barlow. Comment ça se passe avec ton roman? Amitié à tous, et on signe Grandpa, mais ça c'est pas nouveau, c'est pas grand-père pour Barlow. Lovecraft a toujours joué comme ça de cette appellation, même pour ses tantes ou tous ses copains. Grandpa Theobald, grand-père Théobald, donc on signe Grandpa. Voilà, ça c'est la première lettre. Est-ce qu'on va en faire toute une histoire d'une petite bille de porcelaine bleue perdue, sous prétexte que toute sa vie d'adulte, Lovecraft l'avait accrochée à sa chaîne de montre parce que son grand-père accrochait déjà cette petite bille de porcelaine bleue à sa propre chaîne de montre? Non, mais en même temps, ce qui est curieux, c'est que dans ce séquencement continu comme ça des cartes postales, comment elle va revenir? Par exemple, on est le 20 août, visiblement, il n'a pas eu encore de réponse de Barlow. Donc il revient au charbon. Donc on met 3 lignes. Greetings, oh, chubby man, can't resist sounding on this note for long. Bon, on part sur les conneries habituelles. Et puis, paragraphe 2, bon, c'est bon, ça y est. Maintenant, on peut dire Haven't found my watch, fob. T'as pas trouvé ma chaîne de montre, carrément, il dit. Non, my watch fob ornament yet. T'as pas encore trouvé mon petit ornement de chaîne de montre? Il ose même pas dire petite bille de porcelaine bleue. Est-ce que vraiment tu as cherché à Daytona? Et puis ensuite, comme du coup pour lui c'est une insistance, on repart sur autre chose. Il y a un truc rigolo ensuite, c'est l'autre chapitre, je sais pas ce que c'est, des histoires. Ah oui, il a tellement marché à Saint-Augustine, c'était toujours dans les parcs, et que du coup, dans ces parcs, c'est évidemment de la terre, de l'herbe, et que qu'est-ce qui s'est passé? Plein de terre sur les godasses, qu'on lui a fait une remarque à l'hôtel, et puis surtout un trou dans les godasses. Donc, 4e paragraphe.
J'ai dû faire ressemeler mes chaussures encore. C'est toujours la même paire de godasses, on a d'ailleurs la marque et tout. C'est une marque qui existe toujours. Ça, on en fera une autre histoire sur les objets, sur les bouteilles d'encre, sur les stylos. Il y a tellement, tellement, et c'est ça qui est intéressant. Sur sa vieille Remington, sa machine à écrire. J'en crève d'envie de raconter ces histoires. Alors évidemment, moi j'étais parti sur un livre. Et puis, en même temps, il y a ça qui arrive maintenant, la vidéo. Et si, au lieu de continuer comme ça ce travail par le livre, on faisait le pari d'un Lovecraft raconté, ici, comme ça, qui se construise à mesure qu'on avance sur le chemin. Bon, je serais peut-être tout seul, mais c'est pas bien grave. En tout cas, ben ouais, ressemeler ses chaussures, se remettre toute une semaine, non, se faire à chaque fois des petites rustines, comme on fait sur les chambres à air de vélo. Et il faut penser, quand on pense Lovecraft, que ce mec-là marche sur la terre avec des vieilles godasses réparées à coups de rustine sur la semelle. On continue à raconter des choses intéressantes. On va discover the giant that sells orange pineapple. Lui, il est de Providence, Rhode Island. Le climat est dur et pas très marrant. En plus, c'est cette vieille idéologie protestante. Et là, en Floride, qu'est-ce qu'on vous vend? Pour rien du tout. Il donne le prix. Voilà, 35 cents, c'est ce prix que lui a coûté la rustine chez le cordonnier. Et, comme on dit, 5 centimes la petite canette. Et vous pouvez l'emporter. Et dans la canette, il y a du jus d'orange frais, du jus de pamplemousse, du jus de citron. Il découvre le bonheur de boire comme ça des fruits frais pour 5 centimes. Deux autres paragraphes, mais le seul paragraphe sérieux, c'était: moi, j'ai toujours pas la réponse. Tu l'as bien cherché, ma petite bille de porcelaine bleue. C'est ça qui est merveilleux dans cette correspondance comme ça. Dès qu'il bouge, il écrit. Quand il a Providence, moins, parce qu'il y a l'écriture, j'allais dire, solide, et puis on le voit toujours dans ses carnets, ces alternances entre la fiction qu'on prépare, les moments où on est dans la fiction, le moment où on est dans le travail, et puis les moments où on rattrape la correspondance, surtout la correspondance aux deux tantes, et puis la correspondance perdue à Sonia, son épouse. Mais pour Barlow, je crois que c'est peut-être la correspondance la plus vivante, la plus fraternelle, la plus intime. Est-ce que c'est parce qu'on écrit à un ado qu'on reste un petit peu ado soi-même, ou qu'on parle de littérature comme on la découvrait au même âge, comme ça, dans ce même émerveillement un petit peu naïf? C'est le bonheur que j'ai à lire cette correspondance-ci en particulier. Évidemment, tous ces petits détails, je me suis arrêté au Charlie, où j'étais, je sais pas comment on prononce, Sarlee. On est à Richmond, Virginie. Qu'est-ce que c'est cet hôtel? C'est là où toi et ton père vous étiez aussi descendus. Une chambre avec de l'eau courante pour $1. Vous croyez qu'aujourd'hui vous auriez une chambre eau courante dans un Airbnb à $1 à Richmond, Virginie? Et qu'est-ce que c'est Richmond? Évidemment, la ville d'Edgar Poe. Le lendemain, il repart à Washington. Qu'est-ce qu'il en parle? À quel endroit? Je laisse tomber. C'est pas ce qui nous concerne. Voilà, moi c'est ça qui me concerne le lendemain, quand il arrive à Washington et qu'il reparle là de sa nuit au Charlie de Richmond. Il fait pas, il faisait pas chaud au Charlie. J'ai eu si froid que j'ai même pas pu écrire. J'ai juste pu me mettre au lit pour avoir chaud. J'ai dormi sous deux couvertures plus le drap et la fenêtre fermée, repliée sur moi-même. Mais aujourd'hui il fait plus chaud, quelque chose m'a remis en état. Bon voyage à Washington, mais j'ai pas pu m'arranger pour, enfin, j'ai pas pu m'organiser, pardon. I couldn't arrange to stop off at Alexandria. J'ai pas pu m'organiser pour faire une pause à Alexandrie, tout près de Washington. Si j'avais eu plus de temps, je l'aurais fait, mais entre les deux autobus, ce n'était pas possible. J'ai téléphoné à tante Lise, donc quelqu'un du côté de chez Barlow,
Je me repars à 7 heures ce soir, je te redonnerai des nouvelles. Il faut reparler de cette édition dans la revue Dragonfly. J'ai dîné au Good Acre chez Thomson et repris le bus de minuit pour Philadelphie. Oh Dieu, comme ça secoue ce fichu truc. Et là, c'est vraiment pas terrible. Des grillons qui crient, partout dans la nuit. On commence à sentir l'automne dans l'air. Diable, hell. Euh, En quoi ça nous importe ces banalités? Bah, on est fin août et Lovecraft à Richmond, Virginie, quand on est dans le plein déjà sud des États-Unis, crève de froid la nuit. Ben, aujourd'hui, euh, on sait que cette fin août 1935, en gros, ce sont les symptômes, premiers symptômes de ce cancer de l'intestin grêle qui l'emportera juste un an plus tard. C'est novembre-décembre, ça commencera vraiment à souffrir. Et puis, février-mars 1937, euh, l'hôpital et la mort. Est-ce qu'aujourd'hui ça se soignerait, tout ça? C'est plus difficile à dire. Est-ce que c'est lié à ce régime ou à cette façon dont Lovecraft mangeait n'importe quoi? Là encore, il le raconte, son dîner entre Richmond et Washington, un truc de haricots comme il fait tout le temps à 5 centimes, et puis ce qui sera toujours son luxe pour 15 cents, c'est pas centimes, cents, euh, un plein machin de glace à la vanille. Et là encore, en quoi cette appétence pour la glace à la vanille, c'était peut-être aussi simplement pour cette espèce de douleur pas identifiée dans les boyaux. Mais comment voulez-vous qu'un type comme ça, qui gagne 40 $ par mois, il puisse se soigner tout simplement, même s'il a cette année-là exactement 40 ans. 40, qu'est-ce que je déconne? 45 ans, c'est pas vieux quand même, moi j'en ai plus. Euh, voilà. Est-ce que j'ai assez parlé de la petite bille de porcelaine bleue, la petite bille de porcelaine bleue qu'on raconte parce qu'on l'a perdue? Est-ce que jamais, sur les photos de Lovecraft, on arrive à reconnaître une petite bille de porcelaine bleue? Est-ce que dans ce qui nous reste, mais qui nous reste rien, 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 on n'a plus son appareil photo Kodak, on n'a plus son globe terrestre, on n'a plus son encyclopédie et tout ça. Par contre, on a encore quelques bouquins et peut se mettre sur la piste. Mais précisément, l'avantage de la correspondance, c'est ça. Émergent ces choses qui ne nous sont pas accessibles. Émergent parce qu'on l'a perdu, paradoxalement. Petite bille de porcelaine bleue, mais qui venait du grand-père. Et bon, pas raconter plus. Quoi dans ce petit chemin de carte postale? Ben ça, je l'ai perdu, et puis tout d'un coup, ben, se recrée une spatialisation. Nous, ces spatialisations, on sait les traiter aujourd'hui. Regardez, même déjà dans William Faulkner, regardez dans Raymond Carver, comment ces lieux peuvent devenir des univers. Ben, tout d'un coup, parce qu'on a perdu la petite truc de porcelaine bleue, on a la porte de la maison, le chemin vers la voiture, au garage, et la porte de bois noir qui permet d'entrer dans le garage. Et puis tout d'un coup, on a cette spatialisation. Puis tout d'un coup, on a ce qu'ils ont fait dans les journées, etc. Et puis après, cette truc comme ça, Barlow a répondu, mais il n'y a rien sur la petite bille de porcelaine bleue. Eh ben, on réinsiste. Tu es sûr que tu as bien cherché, tu as bien regardé à tel endroit, tu as bien regardé à tel endroit? Parce que est-ce que Barlow est capable de savoir ce que moi, je mets dans cette petite bille de porcelaine bleue, et que je ne peux pas non plus avouer comme ça, avec tous ces, justement, dans ces contournements de rhétorique? C'est fait pour ça, la rhétorique. Et puis, troisième occurrence, dire bon, on l'a pas trouvé, ben, c'est pas si grave. Et en même temps, pour Lovecraft, oui, c'est grave. Et voilà. Puis nous, tout d'un coup, ces espèces de trucs, qu'est-ce qui se précise? Les rustines dans les semelles de chaussures, d'accord. Faut pas non plus trop rigoter, parce que dans 2 jours après, ces chaussures, justement pour camoufler l'état dans lequel ils sont, il les fait quand il arrive à New York. Ah oui, tiens, ça, j'en ai pas parlé. Il s'arrête à New York et Belknap Long n'est pas là. Et ses copains ne sont pas à New York parce qu'on est encore en plein été. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va se reloger à l'endroit pile où il était en 1925. Il va manger des spaghettis au restaurant
restaurant Milan et il va se balader Prospect Park. C'est-à-dire que Lovecraft fait lui-même un pèlerinage sur les lieux de son année à New York. Nous, c'est cette complexité-là qu'on dit aussi. Ah, Lovecraft avec cet échec du mariage et puis cet échec de l'année à New York et se redevenant reclus à Providence. Ben non, c'est plus compliqué que ça. Et dans New York, il a toujours son territoire. Et son territoire, son restaurant, sa place, sa Clinton Street, le Prospect Park où il allait s'installer sur les bancs pour écrire, ça reste quelque chose qui lui appartient. Et puis juste avant, quand il passe à Washington et qu'il fait cirer ses chaussures pour qu'on ne voit pas les rustines, c'est un petit noir qui les cire. Et puis Lovecraft, il a dû laisser un petit peu de la couleur de sa peau sur mes chaussures. Et bah là, ça fait mal, évidemment, ça fait mal autant que quand on voit ces trucs-là chez Jules Verne et tout ça. Voilà. C'est une histoire, il y en aura d'autres. Correspondance avec Bob Barlow, août 1935. Petite bille de porcelaine bleue.